Alors, vous êtes là parce qu'on vous invite à venir entendre 8 penseurs et penseuses vous dire ce qu'ils voient, ce qu'ils rêvent, ce dont ils rêvent pour le monde de demain. Alors, dans un premier temps, nous allons entendre Jean-Philippe Perrault, Florence Piron, Stéphane Roche et Marie-Claire Belleau. Alors voilà, Jean-Philippe, c'est à vous, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, jouons le jeu, puis amusons-nous un peu. Je retiendrai 3 traits de ce contexte du prochain mi-temps de siècle. Premier trait, la banalisation du religieux. En 2050, disons, pour nous donner un petit horizon, en 2050, nous assisterons à une banalisation du religieux parce que nous aurons vu s'estomper une étrange perspective, souvent paradoxale, qui détermine le rapport des Québécois aux religieux. Ainsi, la religion et le religieux seront compris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des réponses de civilisation, des réponses de culture, des réponses collectives aux questions de sens qui traversent l'aventure humaine et dont nous sommes héritiers, malgré nous parfois, et à l'égard desquelles nous pouvons développer un regard critique, distancé, nuancé, intelligent, un regard de sciences sociales qui n'enlève rien, bien sûr, au discours croyant, mais qui cherche à faire sens à partir d'autres lieux. Deuxième trait, les sciences des religions, comme la théologie d'ailleurs, mais de manière différente un peu, travaillent à une intelligence du phénomène religieux. Ce faisant, les sciences des religions provoquent la rencontre de différents discours. Les présupposés des discours scientifiques rencontrent les discours religieux et leurs présupposés. Et cette rencontre provoque un autre cadrage du réel, un autre angle en injectant dans le religieux différentes rationalités. Troisième trait et dernier, le religieux hors religion. Depuis le 21e siècle, le groupe religieux le plus en croissance au Québec, comme un peu partout d'ailleurs en Occident, ce sont les sans-religions. Donc, les prochaines décennies seront consacrées, il me semble, en recherche, à expliquer l'univers de représentation, l'univers de croyances, de pratiques de cet important groupe de la société. En quoi croient-ils? Quelles sont les conditions du vraisemblable et du valorisé dans leur univers? Comment et avec quoi construisent-ils le sens de leur existence? Comment entrevoient-ils l'avenir de la société? Ces questions ils sont d'autant plus importantes qu'au cours des prochaines décennies, la société québécoise sera de plus en plus sur ce plan polarisé. Donc, dans ce contexte, la question se pose, c'est toujours la même, mais le contexte change. Comment vivre ensemble? Comment appréhender collectivement et en regard du bien commun la question religieuse? Pour ce faire, nos travaux des prochaines décennies reposeront sur une distinction qui tend de plus en plus à s'imposer, une distinction entre les religions, le religieux et la religiosité. Il y a les religions, ces systèmes solidaires de croyances et de pratiques, dirait Durkheim, plus ou moins institutionnalisés et confessants, explicites, ce qui est opinion sur rue, ce qu'on voit, ce qu'on désigne comme étant de la religion. Et on s'intéressera toujours aux religions dans leur évolution. En 2050, on peut penser que des formes institutionnelles de religion que nous connaissons aujourd'hui au Québec auront pratiquement disparu, remplacées par d'autres. Et sur le plan mondial, on peut penser qu'il y aura une reconfiguration du paysage religieux. Mais il y a également un autre niveau, le religieux, le substantif et non l'adjectif, qui renvoie à la manière dont les sociétés sont en relation avec l'altérité, avec leurs fondements, et notamment avec leur origine, avec l'infini, avec l'éternité, avec la mort aussi. Il y a donc du religieux à l'extérieur de la religion, pour peu qu'on considère le religieux pas comme une substance, pas comme des objets, pas comme des pratiques sous appellation contrôlée, mais comme une catégorie d'analyse pour penser le monde et la société. Enfin, il y a la religiosité, ce religieux vécu, la manière dont les croyants vivent leur religion et le religieux, dont l'étude permet de comprendre comment la religion peut se traduire en pratique sociale. La religiosité, c'est ce qui bouillonne, à la base. Si la religion fait la une des journaux présentement, suscite plusieurs débats de société, espérons qu'en 2050, les yeux seront tournés vers la religiosité, ce qui, en creux de l'ordinaire des jours, au ras du banal, donne sens à l'aventure humaine. Dans cette compréhension, cette exploration se joue la reconnaissance de l'autre, nécessaire à la poursuite du bien commun. Et donc, on peut penser, je termine là-dessus, qu'après avoir beaucoup investi les questions de laïcité, de religion dans la sphère publique, de radicalisation religieuse et de religion et d'immigration dans la première moitié du 21e siècle, c'est-à-dire présentement,
Il est raisonnable de penser que les investissements en recherche dans la seconde moitié viseront une compréhension de cette recomposition religieuse majeure. On peut imaginer des mémoires, des thèses, des projets de recherche portant sur l'impact de l'introduction de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle sur les rites entourant la naissance et la mort, des études sur les dimensions religieuses et existentielles du transhumanisme, des enquêtes sur la représentation du temps et de l'espace alors que la mort se trouve définie ou redéfinie symboliquement, socialement, physiologiquement même, des analyses de la dimension religieuse des technosciences, en somme des interprétations permettant non pas de comprendre le religieux pour lui-même, pas tellement d'intérêt, mais de saisir le religieux pour comprendre la société, la culture et l'humanité. Enfin, je ne peux rêver qu'en 2050, nous aurons pris la juste mesure de l'apport d'une science sociale de la religion à la compréhension de la société, un apport qui repose, bien entendu, sur une intelligence des religions, de leurs traditions, des expressions observables d'hier et d'aujourd'hui, mais également un apport qui tient en une lecture du religieux, cette constance anthropologique qui encore et toujours permet à la société de maintenir son unité imaginaire. Ces rites, ces récits, ces pratiques, ces normes qui encore et toujours produisent de la culture, puisque l'humanité a conquis la distance envers le monde par la culture, écrivait Fernand Dumont. Celle-ci constitue un univers s'étendant des coutumes les plus banales jusqu'aux plus hautes créations de l'esprit, de sorte que l'individu peut se situer dans une histoire, se confectionner une mémoire de son passé, s'inquiéter de son destin. La culture, toujours selon Dumont, est la possibilité d'avoir conscience de l'univers plutôt que d'y être enclos comme un objet ou d'être emprisonné dans la fatalité. Merci, M. Perrault. Merci. Alors, sans plus tarder, j'invite Mme Florence Piron à enchaîner. Mme Piron, on vous écoute, s'il vous plaît. Les deux grands défis du monde actuel sont, selon moi, la sortie collective du néolibéralisme et de sa pensée managériale et la préservation d'une planète où il fait bon vivre pour les humains, les animaux, les plantes, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Ces deux défis étant évidemment tout à fait reliés. La pensée managériale, sur laquelle j'ai fait des recherches, c'est une pensée technique qui aime les indicateurs, les chiffres et les données, notamment les grosses données, qui aime les catégories bien délimitées, qui n'aime pas le flou, qui aime les relations de causalité, les calculs d'efficience, qui déteste le gaspillage, le temps perdu, et qui vénère l'efficacité productive. Au service de ce que Chiapello et Boltanski appellent le nouvel esprit du capitalisme, la pensée managériale a contribué à instaurer le néolibéralisme, et là je ne parle pas sur le plan économique, là, mais comme modèle de référence pour la plupart des gouvernements actuels, qui, dans le fond, je pense, sont toujours des gouvernements post-soviétiques, c'est-à-dire effrayés par encore l'image de la bureaucratie genre soviétique, des gouvernements qui en viennent à considérer les citoyens comme des clients, les clients d'un service public, comme si l'État existait séparément de la société. En milieu de travail, on parle de la gestion des ressources humaines, une expression qui, dans le fond, est absolument horrible, alors qu'on devrait parler de la préservation de la dignité des personnes en travail. L'obsession capitaliste pour la croissance économique, au détriment des droits économiques et sociaux et des droits de la planète, de la préservation de ses ressources, semble nous mener à une catastrophe collective. Face à ces défis, plusieurs réactions sont possibles. On le voit bien. L'indifférence ou le sentiment d'impuissance qui est tellement partagé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les deux modèles de vie collective qui nous sont proposés dans les pays du Nord nous semblent étrangers, incontrôlables, déshumanisés. Soit on a un marché obsédé par la consommation, parce qu'il ne pourrait pas fonctionner sans la consommation, même équitable, même responsable, d'un côté, et de l'autre, on a un État obsédé par le management, la saine gestion, qui semble devenir une fin en soi. Dans les pays du Sud, c'est cette fracture avec les pays du Nord qui semble insurmontable et qui atteint toutes les sphères de la vie. Heureusement, de nouvelles formes de citoyenneté sont bien présentes au milieu de tout ça. Il suffit de regarder un peu autour de nous autrement pour les apercevoir.
Par exemple, à Québec, en ces temps de racisme qui semblent se décomplexer, j'ai fait des portraits d'immigrants avec mes étudiants et le week-end dernier, on a fait une rencontre, un débat libre et gratuit sur le vivre ensemble et on s'est mis à se raconter spontanément ensemble tout ce qu'on faisait pour mieux vivre ensemble. Par exemple, il y avait cette jeune femme avec le hijab qui est couturière chez elle et qui a décidé de vendre des t-shirts avec des messages d'amour et avec les profits de ces t-shirts, elle va faire des courses et elle invite tous les gens de sa rue à venir manger chez elle. Tout ça, et il y en a plein d'autres, vous avez qu'à penser autour de vous, ce ne sont pas seulement pour moi des anecdotes, mais ce sont des utopies concrètes, des personnes qui décident qu'un autre monde est possible et que c'est à eux, à elles, de le construire ensemble. Certaines de ces révolutions sont sous nos yeux constamment, surtout à l'université. À Québec, le projet L'Accorderie, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, sont des accordeurs. C'est un réseau local d'échange de services qui est né à Québec. Ça s'appelle L'Accorderie. Vous pouvez aller voir sur leur site sur le web. Un réseau d'échange de services dont l'unité marchande, si vous voulez, n'est pas l'argent, c'est le temps. Donc, quelle que soit votre classe sociale, votre niveau d'éducation, d'instruction, vous pouvez offrir 1 heure de temps à quelqu'un pour lui rendre un service pendant 1 heure, et en échange, vous avez droit à un service. Et ça permet à des personnes, par exemple, en situation de pauvreté, d'avoir accès à des massages, à toutes sortes de choses qu'ils ne pourraient jamais payer. Donc c'est une façon de se rendre service dans une communauté, de faire des échanges, du troc, sans argent. Derrière ces utopies concrètes, je vois plusieurs expériences sociales à l'œuvre qui pourraient être durables parce que réhumanisantes. C'est ces expériences qui permettent aux citoyens de se réapproprier des domaines de la vie sociale qui leur étaient fermés par les rapports sociaux d'expertise. Cette réappropriation est essentielle du point de vue de la justice cognitive, c'est-à-dire la reconnaissance de la pluralité des savoirs et des interprétations du monde et de la nécessité du dialogue pour construire un langage commun, un vivre ensemble. L'autre caractéristique de ces nouvelles formes de citoyenneté, c'est la redécouverte des communs. Un commun, donc un bien commun, les communs on dit souvent au pluriel, ce n'est pas la même chose que le bien commun qui est plus abstrait. Un commun est une manière de traiter nos ressources, ni comme un marché, où le but est de posséder et de vendre, ni comme un bien de l'État dont on n'a pas besoin de prendre soin. Un commun est une ressource dont une communauté prend soin ensemble, en se donnant des règles qui permettent d'assurer sa durabilité, que ce soit l'air, l'eau, la forêt, ou une encyclopédie, un patrimoine, un logiciel. Un commun permet donc de redonner un sens très fort au mot « ensemble », et de redécouvrir que derrière le citoyen client, le citoyen individu titulaire de droit, il y a une concitoyenneté, une citoyenneté avec, ensemble. Des projets qui sont soucieux de réinventer aussi un nouveau rapport à la planète, inspiré par des cultures différentes qu'on commence à entendre, par exemple celles des peuples autochtones, qui deviennent des références incontournables de ce nouveau monde possible. Voilà. Merci beaucoup, Madame Piron. Merci. Je vous présente maintenant Monsieur Stéphane Roche. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques faits pour commencer. Je vais vous parler de villes, de territoires urbains. Pas parce que j'aime particulièrement ça, mais surtout parce que ça va être un mode d'organisation, ça l'est déjà, mais ce sera dans l'avenir un mode d'organisation incontournable. L'essentiel de la population mondiale vit déjà dans des villes et l'essentiel de la population vivra de plus en plus dans des villes dans les années à venir. 2013, 50% de la population mondiale, 2020, 50%, quelques chiffres, là je ne vais pas passer en détail, mais 2050, plus de 75%, donc ce qui pourrait représenter près de 6 milliards de personnes de la planète vivant dans les villes. Donc nous sommes dans un siècle d'urbanisation dans lequel les urbanités vont être le mode de vie et le lieu de vie essentiel. C'est en grande partie pour ça qu'on entend beaucoup parler de villes intelligentes, de smart city. Parce qu'il y a quelques années de ça, les grandes entreprises de technologie se sont dit que ce marché-là était un marché excessivement intéressant, et en particulier que dans ce que Florence présentait comme
je ne sais plus comment tu as dit là, mais cette espèce de modèle managérial, dans cette quête d'efficience, ces grandes villes, ces grandes agglomérations allaient avoir besoin de trouver des outils pour gérer de manière plus efficiente l'ensemble des missions qu'elles doivent gérer, mais aussi pour répondre aux besoins, aux services de ces citoyens clients, qui le sont de plus en plus. Donc le numérique plus ces conditions urbaines sous tension a fait que ces grandes entreprises ont commencé à développer des offres de services et se sont positionnées d'une certaine manière comme les nouveaux gestionnaires des infrastructures urbaines du XXIe siècle, avec comme leitmotiv l'intégration de l'ensemble des infrastructures urbaines, le contrôle en amont et en aval, et l'optimisation de ces infrastructures. Alors, dans ce monde merveilleux, un monde de contrôle, d'une certaine manière, ou en tout cas potentiellement de contrôle, c'est un peu cette idée-là de ville intelligente qui, aujourd'hui, apparaît comme, d'une certaine manière, la réponse à tous les enjeux et à toutes les questions et les tensions, les pressions auxquelles les villes contemporaines doivent faire face. Puis en même temps, lorsque on parle avec ces promoteurs de villes intelligentes, ce qu'ils nous présentent, et lorsqu'on leur demande comment imaginez-vous la ville de demain, ce qu'ils nous présentent, c'est une ville intelligente auquel on associe de plus en plus une ville humaine, une ville humaniste, une ville durable, une ville dans laquelle il va faire bon vivre, une ville dans laquelle l'engagement et la participation citoyenne sera encouragée. En fait, un peu le pays des bisounours que nous présentait Florence, d'une certaine manière, dans lequel l'ensemble de ces utopies concrètes et ponctuelles s'érigerait comme une règle, grâce à la technologie, portée par la technologie et par des modes de gouvernance qui ne voudraient que notre bien à tous et qui chercheraient absolument à capter toutes les données nous concernant pour notre bien à tous, pour améliorer l'expérience citadine. Alors il y a plein d'images qui circulent, et puis en Asie en particulier, ils se sont dit on va mettre en place des laboratoires, puis on va créer des villes de toutes pièces. Bon, il se trouve que toutes les villes de toutes pièces qui ont été créées ne fonctionnent pas parce que l'urbain, ça ne se décrète pas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider à un moment. Pas les seuls endroits qui fonctionnent, c'est les lieux qui ont été dévoyés, transformés par les opérateurs urbains, les acteurs sociaux, pour redonner de l'urbanité. Donc ça veut dire redonner de l'altérité, de la mixité, de la variation de densité, etc., etc. Tout ce que les approches modernes de la ville intelligente essaient au contraire de contrôler. Mais on continue à nous distiller ce genre de discours. Nos villes seront plus nature, éco, agriculture urbaine, foresterie urbaine, et puis on va tous cultiver verticalement nos jardins, et puis on va pouvoir se nourrir individuellement. Et puis en même temps, on a des grands penseurs de l'urbain comme Richard Florida qui nous disent déclaration d'indépendance urbaine. Je vous disais, 21e siècle, le siècle des villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on voit apparaître beaucoup aujourd'hui, puis on a un exemple typique à Québec avec notre maire, mais la même chose à Montréal avec le maire de Montréal, des villes qui revendiquent une existence en tant que telle, indépendante des enjeux de la province ou des enjeux même nationaux. Puis quand on y regarde bien, c'est pas du tout, faut pas le comparer au 19e ou au 20e, mais c'est plutôt entre le 10e et 13e siècle. Au 10e et 13e siècle, on avait des villes, ce qu'on appelait les républiques maritimes, les républiques indépendantes, des villes qui étaient d'une certaine manière des États, et qui ont fait leur puissance sur leur capacité à partager des ressources, des personnes, des connaissances. En fait, ce que les villes intelligentes aujourd'hui nous proposent, si ce n'est que la capacité aujourd'hui serait davantage celle de maîtriser le réseautage numérique plutôt que le réseautage par voie maritime. Et donc c'est ce modèle-là qu'on voit poindre, et puis les grands penseurs de l'urbain le mettent en avant. Puis là, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques années, puis je vais boucler la boucle sur ce titre des monades urbaines. Puis dans cet ouvrage de Silverberg, il nous présente une société au XXIVe siècle, basée sur des grosses conurbations, des tours qui font plusieurs centaines d'étages, et ces tours-là sont des condensés de sociétés, des concentrés de sociétés, des villes, mais des villes verticales. C'est ça mon cauchemar pour les prochaines années, parce que, à observer ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution des milieux urbains,
Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que c'est vers ça qu'on se dirige, vers à la fois une forte autonomie des villes qui, de plus en plus, vont s'organiser pour fonctionner en interne et qui, en même temps, s'organiseront pour être très densément structurés. Et voilà. Merci. Alors voilà, dernière présentation de cette première demi, Madame Marie-Claire Bello. Madame Bello, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Françoise. Alors, bonsoir. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Et moi, je vais faire partie des optimistes et vous parler de la justice faite autrement à partir d'une perspective de justice participative. Alors, je vais vous parler d'abord des mots de la justice, des juristes classiques, des habiletés du nouveau juriste et d'une réforme législative audacieuse qui a été adoptée au Québec et qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Après, pour vous finir sur les itinéraires de la justice. Alors, les mots de la justice, les justiciables se sentent très mal à l'aise dans nos systèmes, dans nos palais de justice. Ils ont l'impression que les coûts de la justice sont imprévisibles et très élevés. Ils considèrent que les délais sont déraisonnables, que les tribunaux sont comme des labyrinthes et qu'il y a des difficultés à s'y représenter seuls, et enfin qu'ils perdent complètement le contrôle de leur dossier. Les juristes classiques ont certaines habiletés, dont des savoirs qui sont assez développés, une forme de rigueur dans leur argumentaire, une certification professionnelle. Ils ont le don de l'éloquence et parfois de la bonne plume, et ils sont des négociateurs. Ils ont une certaine capacité de convaincre, puis l'objectif, c'est de gagner. Toujours de gagner. Les clients des juristes, ils se chicanent pour l'argent. Ils se font le doigt, encore une fois, avec mécontentement. Ils se crient après. Et les dérives des juristes, c'est que les juristes eux-mêmes, c'est des grands gueules qui parlent fort. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de quérulence des juristes parfois? On parle parfois du gladiateur. Certaines séries télévisées disent « on est des gladiateurs en costard ou en costume ». On parle du pitbull en ville. Tout le monde sait c'est qui. Ça peut aller jusqu'au Terminator. Et on est à l'argent. L'objectif est de gagner. Est-ce que c'est de la justice? Pas à mon avis. Alors, quelles sont les nouvelles habiletés? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce contexte-là? D'abord, un échange avec le client en partenariat. Ensuite, mettre en commun des idées. Faire preuve d'imagination, de créativité. Ramener le cœur, parce qu'il y a des relations qui sont en jeu, puis des relations très importantes. Ramener les émotions, il y en a plusieurs, de différents types, positives et négatives. Apporter une forme de négociation raisonnée ou sur intérêt ou intégrative qui consiste à mettre les cartes sur table. Et c'est là que la collaboration est importante. Parce que cette collaboration-là, si on y pense autrement, si on réfléchit autrement à comment travailler ensemble, on arrive à des meilleurs résultats. Avec un travail d'équipe, la multidisciplinarité, pour la même raison que je viens d'évoquer. Puis dans la résolution des conflits, oui, on peut sauter. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de l'eau puis nager? On ne pourrait pas descendre d'un côté, remonter de l'autre, mettre un pont, mettre une corde? Il y a toutes sortes de façons qu'on a de résoudre un conflit. Il n'y en a pas seulement qu'une. Alors, ce nouveau juriste, qui est-il? C'est un problématologue. C'est d'abord quelqu'un qui aide les personnes à trouver quel est leur problème ou quels sont les différents problèmes, puis quelles sont les différentes questions auxquelles il faut qu'ils trouvent des réponses. Des solutionneurs. Alors, pour ça, on a une voie actuellement qui est privilégiée dans la justice et qu'on entend de façon très fréquente dans une faculté de droit, le procès. Puis moi, je fais valoir qu'il y en a plusieurs. Alors, on pourrait avoir des équipes avec des médiateurs, des gens qui font du litige, des négociateurs, des gens qui écrivent des contrats. Est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup de possibilités à mettre en jeu? Alors, il y a une réforme législative qui vient d'être adoptée, qui a été mise en vigueur le 1er janvier 2016. C'est une réforme du Code de procédure civile. C'est quoi un Code de procédure civile? C'est un livre de recettes pour aller au tribunal. Il prévoit désormais que la justice commence par aller voir les modes de prévention et de règlement des différends. Les parties doivent considérer les modes de prévention et de règlement des différends avant d'aller au tribunal. Alors, quels sont ces modes qu'on doit considérer? C'est l'article 1. Qu'est-ce qu'il dit? Les parties doivent considérer les modes de prévention et règlement des différends, tels que la négociation, la médiation
l'arbitrage ou tout autre moyen, on peut en inventer, avant d'aller au tribunal. D'accord? Le tribunal devient le dernier recours. Alors, quels sont ces moyens-là qu'on pourrait imaginer? Quand vous allez sur Google, il est écrit « Les chemins des justices » vers la Tour Eiffel. Tout est dans tout. Alors, lorsque vous allez sur Google, on vous offre différents moyens de transport, puis ensuite, on vous offre plusieurs différents itinéraires. Donc, moi, je veux qu'on fasse la même chose avec la justice. Alors là, je vais vous faire peur un peu. C'est une forme, c'est une map monde des modes de prévention et de règlement des différends, où plus on est dans le sud, plus c'est une décision d'autorité, plus on est au nord, plus c'est une décision qui est fondée sur l'autodétermination. Plus on est vers l'ouest, plus ce sont les besoins et les intérêts qui sont tenus en considération, plus on est à l'est, plus on regarde les droits et les obligations. Alors, pour vous illustrer la chose, on a un conflit familial. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La thérapie conjugale. Ils pourraient négocier entre eux. Si ça ne fonctionne pas, on pourrait aller en médiation, demander à un tiers de les aider. Si ça ne fonctionne toujours pas, on pourrait aller en droit collaboratif, qui consiste à avoir des avocats, mais qui s'engagent à ne pas aller à la cour si l'entente n'est pas conclue. On pourrait aller en conférence de règlement à l'amiable, qui est une conciliation faite par un juge, et encore là, d'essayer de trouver des solutions pour eux-mêmes, qui seraient elles-mêmes considérées par un autre juge qui verrait la question du consentement pour en vérifier la validité. On pourrait ensuite aller vers une représentation par avocat ou recommencer, parce que l'avocat pourrait être présent dans tous ces moyens-là, pour ensuite aller dans un dernier recours à une décision judiciaire. Alors l'idée ici, c'est de trouver plusieurs voies à la justice. Vous remarquerez qu'on passe du nord-ouest au sud-est comme étant le dernier recours. Merci beaucoup. Merci. On va poursuivre avec 4 nouveaux penseurs intellectuels. Alors d'abord, Évelyne Tifo, Jean-Martin Haussan, Colette Brun et Yves Gendron sont ceux qui vont s'adresser à vous. Et on commence avec Évelyne Tifo. Alors, Madame Tifo, on vous écoute, s'il vous plaît. Donc, je vais vous parler de changement climatique. Donc, c'est ce qu'on voit principalement sur cette courbe-là. Et donc, d'après les scientifiques, la quantité maximale de CO2 dans l'atmosphère, le seuil critique, ça serait à peu près 450 ppm. Et là, vous voyez les projections, là, on approche dangereusement de ce seuil-là. Ce qu'on voit aussi sur cette courbe-là, en fait, c'est l'effet de la végétation, l'effet des forêts. Donc, à chaque année, la photosynthèse fait en sorte que c'est suffisant pour influencer les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est la première chose que je veux vous faire remarquer. Je voudrais vous parler maintenant d'un groupe que je trouve formidable. On parlait du wiki dans le premier panel. Ça, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc, c'est des milliers de chercheurs qui mettent leur tête ensemble et qui analysent la littérature scientifique concernant le climat. Et donc, le GIEC a publié un rapport en 2007 et un des chapitres de ce rapport-là traitait de foresterie. Et donc, dans ce rapport-là de 2007, on dit que la foresterie peut apporter une contribution significative à un portefeuille d'atténuation à bas coût au niveau global et qui présente des synergies avec l'adaptation et le développement durable. On a les forêts. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, il y a l'utilisation des terres. Donc, on peut essayer d'augmenter la superficie de territoire qui est occupée par les forêts et empêcher les forêts actuelles de disparaître, de se transformer en stationnement de Walmart. Après ça, le GIEC reconnaît que les forêts ont un rôle important à jouer en tant que fournisseurs de produits essentiels à la société. Donc, les produits du bois et également la bioénergie. Le GIEC reconnaît dans la lutte au changement climatique que les forêts, quand ils fournissent des produits, ils ont un impact positif sur le climat parce que ça vient remplacer d'autres produits qui ont une empreinte carbone défavorable. Et donc, dans ce rapport-là, le GIEC reconnaît le rôle important des forêts, du secteur forestier, des forestiers, des produits forestiers dans la lutte au changement climatique. Et donc, on pourrait penser que ce rôle-là va être reconnu dans le futur.
Donc, la perception actuelle du public, et je le sais en tant qu'ingénieure forestière, on n'a pas vraiment bonne presse en tant que forestier. Donc, ici, c'est juste une caricature qui montre, bon, une forêt non aménagée, c'est une belle forêt luxuriante avec le cours d'eau et tout. Une forêt aménagée, donc quand le forestier y met la main, ça devient un désastre écologique. Le GIEC qui dit qu'au contraire, on devrait faire plus de foresterie puis avoir plus de produits forestiers qui s'en vont sur le marché. Et c'est comme ça qu'on va arriver à lutter contre les changements climatiques. Donc, mon rêve dans le futur, c'est que les forestiers, on soit vus comme, que le secteur forestier, que les forestiers soient vus comme des super-héros. On n'y arrivera pas à lutter contre les changements climatiques. Les autres mesures d'atténuation, l'électrification des transports et tout ça, c'est beau, mais ce n'est pas suffisant. Ça nous prend absolument plus de territoires forestiers, des forêts mieux gérées, qui stockent plus de carbone et plus de produits forestiers qui s'en vont vers la société. Donc, le GIEC a une autre citation que j'aime beaucoup qui dit qu'un aménagement forestier durable qui vise à maintenir ou accroître les stocks de carbone en forêt, tout en produisant d'une manière soutenue du bois, de la fibre ou de l'énergie, va générer les plus grands bénéfices durables en matière d'atténuation. Donc, encore une fois, on reconnaît ici le rôle central des forêts. Et donc, ces forêts-là ne vont pas s'aménager toutes seules. Ça prend des forestiers aussi qui vont s'en occuper, donc pour la lutte au changement climatique. Et donc, mon rêve dans le futur, ici, on a un garçon qui regarde, qui est en train de faire du plein air en forêt et qui regarde une coupe. Eh bien, il voit cette coupe-là pas comme quelque chose de négatif dans le paysage, comme quelque chose de pas beau là, qui vient nuire à son expérience peut-être d'urbain qui va passer une fin de semaine en forêt, mais qui voit dans cette coupe-là, que cette coupe-là elle a été faite dans les règles de l'art, dont la forme respecte les contours naturels des peuplements, les mesures ont été prises pour respecter la biodiversité, la régénération de la forêt a été assurée suite à la coupe, on s'assure que le bois qui a été récolté, on en fait des produits de haute valeur, des produits innovateurs qui vont venir remplir un rôle important. Et donc, les aménagistes qui ont fait cette coupe-là se sont souciés du bilan de carbone du territoire, donc se sont souciés du rôle des forêts dans la lutte au changement climatique. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de reconnaître la foresterie pour le secteur d'innovation que c'est réellement, pour les super-héros que c'est réellement dans la lutte au changement climatique. Merci, mon Dieu, merci beaucoup. Merci, Madame Tifo. Jean-Martin Haussan sera le prochain interlocuteur. Monsieur Haussan, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je commencerai par certains constats sur le plan économique, puis tout ça n'a peut-être pas l'air relié à l'économie actuelle, mais ce sont tous des constats économiques. Est-ce qu'il y a beaucoup d'économistes dans la salle? Oui. Ouais, ben, ce qui est bon là-dedans, c'est que je peux dire n'importe quoi, puis personne ne va me contester. J'adore ça. Donc, les inégalités, en fait, ça, c'est une réalité que tout le monde connaît. Les médias en sont bourrés en ce moment. Les inégalités vont croissant et l'image d'ensuite va illustrer à quel point il y a une iniquité, un déséquilibre dans la répartition des richesses dans le monde qui est absolument intenable. On va le voir dans 2 secondes. Les dommages environnementaux majeurs actuels sont aussi la conséquence d'un modèle qui est bel et bien économique. Les institutions de l'État aussi, le modèle du privé à tout prix et la désolidarisation des collectivités. Et donc, tout ça est dû au modèle économique actuel qui a mené à ça comme image. En fait, il va falloir changer le modèle économique parce qu'il y a une iniquité flagrante. Quand on prend les 3 piliers gouvernemental, privé et collectif qui sont en équilibre, c'est là que le tabouret peut être stable. Et il faut changer le réflexe, en fait. Quand il y a un problème à régler dans notre économie actuelle, on se demande toujours est-ce que c'est le gouvernement ou le privé qui devrait s'en occuper? Et on n'a pas encore assez le réflexe de se dire est-ce que le collectif pourrait s'en occuper? Et le collectif, en fait, c'est des entreprises collectives, donc des coopératives, des OBNL qui créent tout autant de richesses qu'une entreprise privée à but lucratif, mais qui la répartit beaucoup mieux de par sa forme de propriété. Donc, c'est des structures dans lesquelles, quand il y a des profits, c'est réinvesti collectivement dans l'entreprise ou dans de nouveaux services ou dans de nouvelles entreprises, par exemple. C'est donc dans 20, 50, 70, 100 ans, je pense que beaucoup plus d'entreprises collectives vont exister pour régler les 2 enjeux majeurs de notre époque, on les a mentionnés tantôt, les inégalités socio-économiques et les enjeux environnementaux. Et il y a un élément très important ici, on l'a mentionné aussi un petit peu les intervenants tantôt, la gouvernance est beaucoup plus démocratique dans des entreprises collectives.
Donc, il y a au-delà de 7 000 entreprises au Québec qui fournissent plus de 200 000 emplois à des Québécois, Québécoises. Et fait très important, le taux de survie des entreprises collectives après 10 ans est le double, plus du double des entreprises privées. Et c'est un autre élément qu'il faut corriger de l'économie sociale aussi, ce n'est pas un secteur d'activité. C'est un mode de développement qui s'applique à tous les secteurs d'activité. Puis il y a quelques exemples ici, en culture, en finance, en éducation, en transport, en agroalimentaire, même en haute technologie. La plus grande coopérative de jeux vidéo au monde est québécoise, ça s'appelle la Guilde. Et c'est des jeunes entrepreneurs qui se sont mis ensemble sous forme coopérative. On n'aurait jamais vu ça il y a 10-15 ans. En termes de comparaison économique, rapidement, regardez les chiffres qui sont là. Il y a des secteurs qui sont des fleurons de notre économie dont on parle tout le temps, entre autres l'aéronautique. Mais l'entrepreneuriat collectif ou l'économie sociale, c'est 3 fois plus gros que l'aéronautique au Québec. Donc c'est déjà un géant. Le Québec est d'ailleurs un leader mondial dans le domaine. Il y a des délégations internationales qui viennent fréquemment au chantier ou au Québec pour observer le modèle québécois, que certains essaient de démolir à tout prix en ce moment. Et évidemment qu'il faut le mettre au goût du jour, mais ce modèle-là a donné quelque chose de formidable, c'est-à-dire la société québécoise, qui est beaucoup plus égalitaire sur le plan de la distribution des richesses, qui est beaucoup moins affectée par un taux de criminalité, en fait, qui est plus bas ici qu'à peu près partout dans les Amériques ou dans le monde. Et en fait, il y a un nouvel indice de l'OCDE que j'aime bien mentionner quand je rencontre des gens, qui s'appelle le Well-Being Index. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent ça, qui prend en compte beaucoup plus que le simple PIB par personne, qui en fait ne veut rien dire. Parce qu'aux États-Unis, le PIB par personne est plus élevé qu'au Québec. Mais 95% des Québécois vivent mieux que 95% des Américains. C'est qu'il y a tellement d'archi-milliardaires qui augmentent la moyenne pour tout le monde, selon une simple moyenne, que ça fausse les chiffres. Donc les États-Unis, c'est vrai qu'ils sont plus riches en millionnaires qu'ici, mais ils sont millionnaires en pauvres aussi. Donc ce n'est pas tellement mieux. Il y a 60 millions d'Américains qui ont eu besoin de coupons alimentaires de l'État pour manger l'an passé. Puis je me souviens, quand j'étais en politique, je le disais, ce chiffre-là aussi, c'était 50 millions à l'époque. Et là, ils sont 60 millions à avoir besoin de l'État pour se nourrir, alors qu'il y a des gens qui sont obscènement milliardaires à côté. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. Et donc, cet indice-là dont je parlais, l'indice de l'OCDE, le Well-Being Index, au PIB par personne, qui veut quand même dire quelque chose, on ajoute l'accessibilité aux soins de santé, le taux de scolarisation, la vitalité des territoires, la paix sociale, donc un taux de criminalité le plus bas possible. Et quand on applique cet indice-là, cette méthodologie-là au Québec, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vu passer la nouvelle d'où on se situe? Je vous annonce que vous êtes très heureux parce qu'on est premier au monde avec la Norvège et le Danemark. Donc le modèle québécois a donné des résultats absolument fantastiques et je suis convaincu que les économies occidentales et même toutes les économies dans le monde vont se mettre de plus en plus à penser à de l'entrepreneuriat collectif et à l'économie sociale qui nous a aider en fait à atteindre un tel niveau de développement selon un indice plus intelligent que le simple PIB par personne. Je vous donne ici quelques exemples aussi de ce que l'entrepreneuriat collectif peut être en termes nominatifs d'entreprise. Donc évidemment, Desjardins, c'est une immense coop financière. Il y a un débat à savoir est-ce que c'est devenu une banque ou une coop. La réalité, c'est que Desjardins est devenu le géant que c'est en étant une entreprise collective. Donc il n'y a pas de limite au potentiel de ce qu'on veut développer avec le collectif. C'est simplement une forme de propriété différente. Et il y a plusieurs exemples dans à peu près tous les domaines que j'ai mentionnés sur l'autre diapo, donc en culture, en agroalimentaire, en haute technologie. Donc il y a des exemples québécois là-dedans. Là, je viens de remarquer que la Barberie est à côté des CPE. Quoique ça suit une logique dans le cursus éducatif, mais c'était pas voulu que ce soit là. Et les espaces de coworking qui se multiplient un peu partout aussi au Québec et partout dans le monde, c'est souvent avec des travailleurs autonomes qui se regroupent, ils mutualisent des services pour développer leur entreprise ou leur projet. C'est souvent en forme collective aussi, et ça, il va en avoir de plus en plus. Et je voulais aussi vous indiquer qu'au Québec, on fait figure de proue, comme je vous le disais, dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'outils qui ont été développés à travers le temps pour le financement des entreprises, la formation en gouvernance, en comptabilité, etc. Et il y a tous les outils qu'il faut. Donc, s'il y en a parmi vous ici qui voulez lancer une entreprise dans quelque secteur que ce soit, je vous invite à avoir le réflexe, comme je le disais tantôt, de développer ça sous forme collective plutôt que sous forme privée. Le privé n'est pas un diable à déplacer à tout prix, mais il faut un plus grand équilibre entre les trois piliers, comme je le disais. Il y a encore beaucoup de place pour que le collectif prenne la place et je suis convaincu que dans 50 ans, il va y avoir beaucoup plus d'entreprises collectives partout dans le monde, à l'exemple du Québec, entre autres, et d'autres endroits dans le monde où c'est déjà avancé. Et en fait, ici, les souhaits, j'en ai parlé pas mal depuis le début, mais ce à quoi il faut en arriver, c'est une transformation du modèle économique actuel qui ne fonctionne absolument pas. Je parlais tantôt du 1% qui possède plus que le 99%. L'autre statistique la plus effarante, en fait, c'est que 8 personnes, qui sont effectivement 8 hommes, bien évidemment, dans le monde dans lequel on vit, 8 hommes sans doute blancs et bedonnants et grisonnants, mais bref, qui possèdent plus que la moitié de l'humanité. 3,6 milliards de personnes au bas de l'échelle sur la planète possèdent moins que les 8 hommes les plus riches de la planète. Donc, il y a vraiment quelque chose à changer là-dedans. Et je suis convaincu que dans quelques décennies, c'est l'entrepreneuriat collectif qui va avoir pris le relais du modèle de rouleau compresseur qui ne peut pas être soutenable actuel.
Merci beaucoup, M. Hossan. Merci. Alors, on enchaîne. On a déjà un petit peu abordé par la bande des questions dont elle va traiter. Je vous présente Colette Brun. Alors, on s'interroge beaucoup, peut-être plus depuis la dernière année, sur la question. On s'intéresse beaucoup à la qualité de l'information et à ces fameuses fausses informations ou les fameuses fake news qui circulent beaucoup sur les plateformes numériques, en particulier sur les médias sociaux. On s'intéresse aussi depuis relativement peu de temps, ou en tout cas dans l'actualité, à la survie ou au fonctionnement de l'information, du journalisme tel qu'on l'a connu au 20e ou dans la deuxième moitié du 20e siècle. Et la crise est arrivée vraiment avec le numérique. La publicité, les revenus publicitaires ont commencé à décliner. Ça a commencé d'abord par les petites annonces dans les journaux qui sont allées dans les Kijiji, tous ces sites qu'on utilise maintenant et qui sont gratuits. Donc, plusieurs sources de revenus ont commencé à se tarir et plusieurs types de contenus qui étaient payants pour les médias se sont un peu dispersés sur d'autres plateformes. On pense à tous les contenus de divertissement, les contenus sportifs. Donc, très difficile pour les médias d'information de concurrencer ces nouvelles sources d'information et aussi même tout simplement de se rentabiliser. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que les revenus publicitaires numériques sont de plus en plus concentrés entre les mains de quelques grands joueurs numériques. On en a déjà parlé ici, essentiellement Google et Facebook, qui, à eux deux, rassemblent à peu près les 2/3 des revenus publicitaires numériques au Canada. Donc, c'est quand même un problème immense parce que c'est des entreprises qui ne contribuent pas, qui ne créent pas de contenu, qui, en fait, capitalisent ou rentabilisent le contenu des autres et qui ne contribuent pas ni au fisc, ni en termes de production locale. Une des solutions qui a été mise de l'avant, c'était de taxer, en fait, les transactions, les achats publicitaires sur les plateformes numériques étrangères. Ce n'est pas une recommandation qui a été retenue, en tout cas pas encore, mais donc les médias sont en quelque sorte forcés à innover, forcés à se réinventer, forcés à offrir des contenus sur des plateformes traditionnelles et numériques avec de moins en moins de moyens. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'information? Bien, les journalistes vous diront qu'ils continuent à faire leur travail du mieux qu'ils peuvent, mais ce qu'on constate aussi, c'est une pression à l'accélération du travail, une pression à la surcharge. On parlait de la performance tout à l'heure, c'est une réalité qui se vit beaucoup dans le monde du journalisme. Donc, une pression à faire toujours plus, à être plus rigoureux, à être plus à l'affût aussi des nouveaux outils technologiques, mais avec moins de moyens, moins de personnes aussi, moins d'effectifs dans les salles de rédaction. Donc, c'est une inquiétude, je pense, qu'on voit dans les salles de rédaction, dans le milieu journalistique depuis plusieurs années, mais en même temps, il y a toute cette énergie là, de l'innovation et de la possibilité qu'offrent les plateformes numériques qui est aussi très inspirante. Alors, il y a une capacité, les réseaux numériques, on a parlé de Wikipédia, mais on peut parler aussi de toutes sortes de sources de données qu'on peut exploiter. On pratique maintenant le journalisme de données, qui est une forme d'analyse quantitative dans des conditions plus rapides. On a des capacités d'enquête, de vérification. Je raconte à mes étudiants que les demandes d'accès à l'information qui une dizaine d'années, était encore le fait de quelques journalistes d'enquête, c'est devenu une routine. C'est devenu une pratique routinière chez les journalistes, au grand désarroi des fonctionnaires qui doivent y répondre. Mais c'est une pratique qui est très courante maintenant dans la pratique journalistique. Donc, il y a des outils pour le journalisme qui sont aussi plus forts, mais cette pression à la rapidité, cette pression aussi à aller chercher des revenus, à nourrir la bête en quelque sorte, fait en sorte qu'on contribue à ce phénomène, peut-être pas des fake news, mais ce qu'on appelle les junk news, de l'information, un peu comme la restauration minute, qui est pas très nutritive sur le plan informationnel, mais qui génère beaucoup d'attention, beaucoup d'attention de la part du public. Donc, tout ce qui est
potin, la moindre controverse concernant une déclaration de Donald Trump, on va pomper ça, et bon, les histoires de vedettes et tout ça aussi, bien sûr, mais on va pomper ces sujets-là, tout ce qui fait réagir, tout ce qui fait, plutôt que qu'est-ce qui contribue à nous faire avancer comme société. Donc, on se questionne sur le rôle des médias d'information traditionnels, mais de manière plus générale, à la qualité et à notre capacité, dans le fond, de filtrer ou de repérer l'information de qualité dans un environnement numérique qui est à la fois surchargé et dont la qualité est souvent incertaine. Donc, c'est sûr qu'on s'intéresse au Centre d'études sur les médias aux capacités des médias, tous les médias, pas les médias seulement traditionnels, mais aussi les médias émergents, particulièrement au Québec, à contribuer à, disons, améliorer la qualité générale ou la moyenne générale de la qualité de l'information. Mais on s'intéresse aussi, et de plus en plus, aux habitudes et aux pratiques du public. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas rivaliser avec les métadonnées dont disposent les géants du numérique comme Google et Facebook, mais on essaie de comprendre, et on le fait quand même depuis un certain nombre d'années, les habitudes et les attitudes du public. Moi, j'aime mieux parler du public que des consommateurs. On a reçu un financement qui était rattaché aux besoins et aux intérêts des consommateurs des médias, mais nous, on a tout de suite décidé que c'était aussi des citoyens. Donc, on va parler plutôt des publics de l'information. Alors, des publics de différentes régions, de différents milieux, qui ont évidemment de différents âges. On sait que les grandes différences dans la consommation d'informations, ça se voit beaucoup en termes d'âge. Donc, on suit ça depuis une dizaine d'années. C'est notre principal programme de recherche maintenant. Et depuis 2016, on fait l'édition canadienne du Digital News Report, qui est une grande enquête internationale qui est dirigée à partir de l'Université d'Oxford, qui porte sur justement les attitudes, les pratiques de consommation des gens à l'égard de l'information en ligne, strictement, pour essayer de comprendre, de suivre un peu en temps réel le public là où il se trouve. Et de ne pas, et c'est des recherches, bien sûr, qui sont publiques, donc de ne pas laisser ces analyses-là à des grandes entreprises privées qui vont le faire pour leurs propres intérêts et qui ne vont pas partager cette information-là avec le grand public. Je m'intéresse aussi à la question de la littératie médiatique, ou plus spécifiquement ce qu'on appelle en anglais la news literacy. Donc, on a un projet en démarrage avec des collègues ici à l'Université Laval et à la TELUC, donc mes collègues Thierry Giasson et Normand Landry. On veut développer à partir de la connaissance, en fait, des pratiques qui se font aussi ailleurs, mais le but étant est d'aider les citoyens, dans le fond, jeunes et moins jeunes, à s'orienter dans un environnement médiatique, comme je le disais, de plus en plus surchargé. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Brun. Merci. Et enfin, la quatrième et dernière de ces 8 interventions de penseurs, celle de M. Yves Gendron. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça a été très inspirant d'entendre mes collègues parler. Le fait est que j'ai décidé de ne pas vraiment parler de comptabilité, mais j'ai choisi un autre objet parce que je m'intéresse beaucoup aux manières de penser des gens, et c'est là-dessus que j'ai décidé de faire porter mon propos. Je vais donc parler d'un sujet qui, je pense, touche énormément de gens, en fait, la grande majorité des gens dans notre société actuelle. Ce sujet-là, je l'intitule « La cellularisation du monde ». Qu'est-ce que j'entends par cellularisation du monde? Je veux faire référence à la surutilisation du téléphone cellulaire et aux effets potentiels que cette surutilisation-là peut engendrer sur la façon de penser des gens. Je fais confiance aux Apple de ce monde et aux Samsung de ce monde pour vanter les bienfaits de la cellularisation. Donc, mon argument est comme suit. La cellularisation du monde est susceptible de se traduire par un asservissement des esprits. Autrement dit, les téléphones intelligents sont loin de favoriser certaines formes d'intelligence. Premier point que je dois
tenter de soutenir pour avancer mon idée. Ce premier point concerne la surutilisation du téléphone cellulaire. Rien qu'en 2016, il s'en est vendu 1,5 milliard de téléphones cellulaires dans le monde. Plusieurs personnes autour de vous ont une certaine dépendance à l'égard de leur téléphone cellulaire. Le monde de l'entreprise participe à la chose en offrant parfois des téléphones cellulaires gratuitement à leurs employés pour qu'ils se mettent à les utiliser comme instrument de travail. Etc. Donc, je me sens quand même à l'aise en affirmant qu'il y a une grande utilisation du cellulaire et à partir de là, la porte est ouverte pour qu'on puisse parler d'une surutilisation du cellulaire. Cette grande utilisation ou surutilisation du cellulaire entraîne des conséquences importantes. Et ça, c'est mon idée principale. Entraîne des conséquences importantes par rapport à la façon de travailler et de réfléchir. De un, on assiste à une réduction de la temporalité. Les utilisateurs deviennent de plus en plus assujettis à la logique du court terme. On s'attend à ce que chaque personne ait son cellulaire à portée de la main. Donc, on envoie un message, un texto, peu importe, et on attend la réponse. Et quand la réponse ne vient pas, on s'impatiente. Or, le court-termisme, la logique du court terme ne favorise potentiellement pas la réflexion à long terme, la réflexion poussée. Le travail des gestionnaires devient de plus en plus influencé par l'utilisation du cellulaire, ce qui fait que leur travail a tendance à devenir de plus en plus fractionné, ce qui fait que le degré d'attention des gestionnaires au sein des organisations à l'égard d'un problème spécifique tend à s'estomper. Donc, autrement dit, on devient très, très bon en tant que gestionnaire à faire du multitâche, mais la réflexion de substance, la réflexion poussée à l'égard de problèmes complexes en vient à être moins présente au sein des organisations. Les utilisateurs du cellulaire sont également de moins en moins exposés à des situations où ils ont à lire de longs documents et ouvrages. De plus en plus, les jeunes surtout, ont tendance à s'informer par l'entremise de leur cellulaire. Je ne suis pas sûr que des articles de même 1000 mots font l'objet d'une lecture soutenue. Ce qui fait que la capacité des gens à lire de longs messages tend peut-être à s'estomper au fil du temps. Selon certains indices, il y a même le monde de l'éducation qui est en train de se laisser gagner par la cellularisation du monde. J'entendais à la radio de Radio-Canada il y a quelques mois un reportage où il y avait un représentant d'un cégep, je pense, qui était en train de parler d'une expérience d'enseignement qu'ils étaient en train de faire, qui était d'amener le cellulaire au sein de l'enseignement. Donc, d'utiliser le cellulaire comme mode d'enseignement, d'exiger que les étudiants aient leur cellulaire, feraient leurs travaux sur cellulaire, etc. Donc, si j'essaie de résumer un peu mon argument, selon la logique de la cellularisation, un problème se doit d'être défini dans les paramètres d'un petit écran. Et à partir de là, on est en mesure de réfléchir à ce problème-là. Mais est-ce qu'un problème complexe est en mesure de se faire définir sur un petit écran? En somme, j'estime que ces diverses tendances dont j'ai fait état participent et participeront à l'asservissement de l'esprit humain, asservissement à l'égard d'une logique qui favorise le court-termisme et un mode de réflexion technique axé sur les moyens et non pas sur les fins. On vise donc l'établissement d'une société constituée de techniciens dotés d'une grande agilité à l'égard de problèmes techniques qui peuvent se formuler et se répandre sur de petits écrans par l'entremise de courts messages. Ce faisant, on peut se demander
si cette tendance participera à l'effritement de la pensée complexe, à la mise en périphérie d'un mode de réflexion où l'être pensant est porté à s'interroger sur les fins de ce qu'il fait et de ce qu'il voit. Assistera-t-on, en 2050 ou avant, à l'âge d'or de la stupidité fonctionnelle, c'est-à-dire d'un régime où les gens sont techniquement hyper compétents, mais ces gens-là n'auront pas tendance à se poser des questions sur les fins de ce qu'ils font et seront à peu près incapables de penser en dehors des sentiers battus. Bon, en bref, un de mes objectifs que j'avais en venant ici était de faire en sorte que la prochaine fois que vous utiliserez votre téléphone cellulaire, vous vous poserez peut-être la question, collectivement parlant, est-ce qu'on est en train d'atrophier notre capacité de penser, nos manières de penser? Merci beaucoup.